quand on regarde par exemple en France, on va dire qu'il y a 5 ou 10% des gens qui ont de la crypto-monnaie, mais très peu qui l'utilisent au quotidien. Par contre, quand on regarde dans des pays en voie de développement, si on regarde au Nigeria, si on regarde au Congo, si on regarde au Venezuela, si on regarde au Salvador, si on regarde aux Philippines, voilà, si on regarde dans un certain nombre de pays, en fait, on a des pourcentages d'usage par la population qui dépassent parfois les 30%. Donc ça veut dire que en fait, en Europe, si on est autour de 5%, eh ben on va perdre la moitié de notre épargne en même pas 10 ans, ce qui est considérable. Et qui est aujourd'hui utilisé par des organismes d'État français, comme la gendarmerie, ou comme la Société Générale, par exemple. Voilà. Ou le groupe Casino. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 16e épisode, je reçois Renaud Livcic, expert reconnu dans l'univers des crypto-monnaies. Avec Renaud, nous avons décortiqué le concept des crypto-monnaies et de la blockchain pour le rendre le plus accessible possible aux plus débutants d'entre vous. Cela ne nous a pas empêché d'aborder différents sujets tout à fait passionnants, comme comment sauver son patrimoine financier à l'horizon 10 ans face à une inflation galopante. Comment casser le mythe de la surconsommation énergétique. Nous avons vu que l'État français et les banques sont déjà présents sur cet univers. Et enfin, quelles sont les bonnes stratégies d'investissement pour Monsieur Tout-le-Monde. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez les épisodes du podcast en les taguant sur vos réseaux sociaux favoris. Enfin, comme d'habitude, pour recevoir une fois par semaine des conseils en or pour réussir dans la vente et devenir irrésistible, inscris-toi à ma newsletter, newsletter.systemsales.fr. Le lien est dans la description. Allez, je vous laisse en compagnie de Renaud dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Renaud. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de System Sales. Écoute Renaud, je propose que tu te présentes tout d'abord aux auditeurs. Oui, alors je suis Renaud Livcic, je suis ingénieur en informatique, diplômé de l'EVIAL, École supérieure informatique et applications, qui s'appelle maintenant Télécom Nancy. Et j'évolue depuis maintenant 16 ans dans le milieu de la cybersécurité et sur les différents aspects innovation qu'il y a autour, dont beaucoup de blockchain. D'accord, très bien. Alors Renaud, tu m'as été recommandé chaleureusement par Johan Lopez, qui est le créateur de la newsletter, si je dis pas de bêtises, Snowball, qui parle principalement de crypto-monnaie. J'ai eu plusieurs auditeurs qui m'ont contacté pour que nous abordions ce sujet absolument dans le podcast. Ça intéresse beaucoup les ingénieurs et ça intéresse aussi beaucoup les ingénieurs commerciaux. Donc, je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Je pense que ça va intéresser quand même, ça va intéresser tout le monde de comprendre un petit peu ton parcours depuis la sortie de l'école et puis comment tu en es venu à t'intéresser à cet univers des crypto-monnaies et de la blockchain, justement. Ouais, alors ça remonte même bien avant ma sortie d'école, puisque j'ai commencé l'informatique très très tôt, à l'âge de 5 ans. C'est un peu ce qu'on voit maintenant avec les jeunes qui sont attirés par les écrans des tablettes. Bah, moi, c'était un écran d'un PC, donc j'ai commencé à être très curieux par rapport à l'informatique dès l'âge de 5 ans, où j'ai commencé à apprendre l'informatique, à lire et écrire le français, et puis le code informatique en même temps. Euh, et puis évidemment, quand on est jeune, on s'intéresse beaucoup aux jeux, à l'aspect ludique sur l'informatique. Et ensuite, je suis venu un petit peu aux aspects cybersécurité, hacking, par justement les jeux, en essayant de tricher aux jeux
déjà de modifier des sauvegardes dans les jeux pour avancer plus rapidement. Et puis après, en modifiant les jeux eux-mêmes, à faire ce qu'on appelle du patching ou du cracking, modifier le code des jeux pour ne plus être soumis à des ennemis, pour avoir des vies à l'infini, etc., etc. Et puis, quand j'ai atteint le lycée, ensuite, il y a eu l'avènement d'Internet, donc je me suis intéressé au réseau. J'ai fait un bac scientifique, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pas eu l'occasion de faire de classe préparatoire, donc j'ai fait derrière un DUG maths informatique et application aux sciences à Paris 6, Jussieu. Et ensuite, comme j'avais des bons résultats et que j'étais bosseur, j'ai fait une école d'ingénieur, donc l'ESIAL, à Nancy, qui maintenant s'appelle Télécom Nancy. Donc un cursus assez traditionnel en 3 ans, dans lequel j'ai continué à approfondir ma passion pour la cybersécurité en faisant différents concours et challenges en ligne, et puis en montant un club sécurité avec d'autres passionnés, de manière à animer des petites sessions hebdomadaires et à transmettre un peu notre passion pour la cybersécurité et faire apprendre aux autres, à nos collègues, voilà tous les tenants et les aboutissants de la cybersécurité à travers souvent des petits challenges en ligne. Après, disons que j'ai été auditeur sécurité ou ce qu'on appelle pen tester jusqu'à maintenant, c'est-à-dire faire des tests d'intrusion pour les entreprises, donc être mandaté par les entreprises pour les attaquer entre guillemets à blanc avant qu'elles se fassent attaquer pour de vrai, et donc utiliser les techniques et les outils des attaquants pour pirater certains périmètres de l'entreprise et derrière fournir des recommandations à ces mêmes entreprises pour éviter de se faire pirater. Donc on utilise vraiment les mêmes techniques et les mêmes outils que les attaquants, mais évidemment on ne va pas supprimer de données, on ne va pas voler de données, et à la place on va fournir des recommandations sous forme de rapports pour améliorer la sécurité de nos clients. Et du coup, juste pour rebondir sur ce sujet-là, c'est quoi le niveau global de protection aujourd'hui des grands groupes privés ou publics français? Le niveau est plutôt bon ou le niveau est plutôt intermédiaire ou catastrophique? Alors, ça dépend des secteurs d'activité. On constate quand même dans les grands groupes, il y a une prise de conscience maintenant depuis quelques années sur la cybersécurité, et on a plutôt des niveaux de maturité assez corrects dans les grands groupes, par exemple du CAC 40. Par contre, dans les PME et TPE, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et aujourd'hui, beaucoup de TPE, PME souffrent de cyberattaques. Et c'est dommage parce que souvent la propriété intellectuelle, l'innovation se situe dans ces PME, TPE qui se font un peu piller, quelquefois par des puissances étrangères, à se faire dérober toutes leurs idées, tout leur carnet client, tous leurs brevets, des choses assez sensibles. Donc c'est assez disparate en fait, mais plutôt une différence entre les grandes sociétés et les petites ou moyennes sociétés. Voilà. Et par rapport à ça, ensuite, comment on t'en est venu à justement t'intéresser à l'univers de la blockchain et de la crypto? Et puis après, peut-être, on définira ces deux termes pour les néophytes, parce que quand on a préparé l'épisode ensemble, on avait dit qu'on faisait un épisode tout à fait accessible aux néophytes sur le sujet, et que si jamais l'épisode rencontrait un engouement favorable, peut-être on referait un épisode pour les plus initiés. Donc je reviens à ma question. Qu'est-ce qui t'amène, quel a été le pont entre justement ton intérêt pour la cybersécurité et l'univers Alors quand on dit crypto, effectivement, on parle de crypto-monnaie. Euh, voilà. Alors c'est amusant parce que justement, il y a un débat quand on parle de crypto. Est-ce qu'on parle de cryptographie ou de crypto-monnaie? Et c'est un peu en fait la cryptographie qui m'a emmené aux crypto-monnaies. Puisque la cryptographie, c'est un peu une brique de base de la cybersécurité, à savoir qu'il y a beaucoup d'aspects de la cybersécurité qui reposent sur la cryptographie. La cryptographie qui est l'art du chiffrement, de l'usage des outils cryptographiques pour la protection des données, pour authentifier des personnes et pour communiquer de manière sécurisée sur un canal qui ne l'est pas forcément. Donc c'est tout l'art du chiffrement, justement. Et cette cryptographie est assez abondante dans les crypto-monnaies.
Disons quand on s'intéresse à la cryptographie, une partie des usages crypto récents se fait justement par ces crypto-monnaies. Par exemple, si je veux dépenser une crypto-monnaie, mais on va revenir sur les définitions après, puisque ça, cet épisode se veut tout à fait accessible. Mais si je veux dépenser une crypto-monnaie, il faut que je prouve que c'est bien moi le propriétaire de la crypto-monnaie et que je dépense pas la crypto-monnaie de quelqu'un d'autre. Donc il y a une question voilà de preuve et de signature au sens vraiment général du terme, c'est-à-dire qu'il va falloir que je signe pour prouver que je suis bien propriétaire de la crypto-monnaie que je veux dépenser. Voilà. Et c'est vraiment l'idée d'utiliser ces mêmes outils de la cryptographie classique, non pas ici pour sécuriser forcément une information, mais pour sécuriser des transactions de crypto-monnaie euh, et pour éventuellement se préserver d'une certaine confidentialité dans les échanges. Mais ça, c'est un but tout à fait secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la blockchain parce qu'on parle beaucoup de blockchain, et même, je dirais, un terme encore plus général, qui est registre distribué. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la blockchain dans cette grande famille des registres qui sont distribués à plusieurs personnes. Donc un registre distribué, comme son nom l'indique, ça va être une base de données euh, qui est synchronisée et qui est donnée à des centaines ou des milliers d'acteurs dans le monde et qui est totalement répliquée. C'est-à-dire que quand on modifie cette base de données sur un nœud, eh ben en fait il y a une synchronisation qui va avoir lieu et cette mise à jour en fait se fait sur tous les nœuds à la fois. Donc tout le monde a une copie exacte à tout moment et répliquée de cette base de données. C'est pour ça qu'on appelle ça une base de données ou un registre distribué. Il s'agit de distribuer ce registre à un maximum de personnes. Et pourquoi le distribuer à un maximum de personnes? Ouais. Alors, si tu fais les questions, les réponses, voilà, c'est très bien. Je vais faire la sieste. Vas-y, continue. Pourquoi le distribuer à un maximum de personnes? C'est pour assurer une certaine transparence et une certaine confiance, puisque plus il y a de témoins en fait à une transaction, moins on peut nier avoir fait cette transaction. Et l'idée justement, c'est que toutes les transactions soient publiques sur une blockchain ou un registre distribué, de manière à ce qu'il y ait une certaine confiance qui s'installe, même si on ne connaît personne sur cette blockchain. Le fait que quand on fasse une transaction, elle soit observée par des milliers de personnes, on ne pourra pas la nier ensuite, puisque chacune de ces personnes a noté qu'on avait, par exemple, dépensé tant de crypto-monnaies et que Alice avait envoyé tant de crypto-monnaies à Bob, et donc que Alice ne dispose plus des crypto-monnaies qu'elle a envoyées à Bob. D'accord, c'est un. Ok. Ça, c'est le postulat de départ. Mais quel est l'intérêt, du coup, d'avoir une traçabilité? Et est-ce que ce registre, il est effacé depuis sa création? Est-ce qu'on a quand même effacé les premières transactions pour. Voilà, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, ça a été fait, ça a été fait. Voilà. Alors, en fait, l'intérêt, il y a plein d'intérêts. Notamment, c'est la première fois, avec l'avènement notamment de Bitcoin, en 2008-2009, puisque la théorie sur Bitcoin date de 2008, un petit peu avant, et le premier Bitcoin a été émis en 2009. L'intérêt avec ces systèmes de blockchain ou de registres distribués, c'est qu'en fait, on ne dépend plus d'aucun intermédiaire. Aujourd'hui, si je veux t'envoyer de l'argent, il faut que je demande à ma banque d'envoyer de l'argent à ta banque. Et donc, j'ai deux intermédiaires entre nous, si tu veux, pour t'envoyer de l'argent. Avec une blockchain, en fait, c'est de l'envoi réellement en pair à pair, c'est-à-dire que je ne vais passer par aucun établissement bancaire, donc je n'ai pas besoin de faire confiance à X ou Y. C'est de l'envoi directement de la poche à la poche. D'accord. Voilà. Du fait qu'il y ait autant de témoins, justement, il n'y aura pas de possibilité de nier que j'ai fait la transaction, puisqu'elle va être enregistrée par des milliers de personnes, et chacun saura que, par exemple, je n'ai plus d'argent. Alors, il n'y aura pas mon nom, évidemment, ce sont des numéros de compte, faut voir un peu ça comme des numéros de compte en Suisse, on ne sait pas qui est derrière tel numéro de compte. Mais par contre, une fois que j'ai dépensé de l'argent, je ne pourrai pas redépenser cet argent puisque tout le monde aura bien enregistré que je t'ai viré l'argent et que c'est toi qui disposes maintenant de cet argent. D'accord. Et donc, on n'a plus besoin de faire confiance à quiconque, de faire confiance soit à une banque, soit à un État, soit une banque centrale, soit une banque commerciale, j'ai envie de dire.
les transactions se font de la poche à la poche directement. Donc l'échange de valeur se fait sans intermédiaire. Et c'est ça qui est réellement nouveau. En ces périodes de défiance un petit peu de l'État, ce qui était aussi le cas en 2008 avec la crise des subprimes, et c'est ça qui a en partie, on va dire, participé à l'émergence de Bitcoin. C'est un peu cette défiance envers les institutions bancaires dans l'épisode de la crise des subprimes qui a fait émerger Bitcoin, où on s'est dit, on peut pas forcément avoir confiance dans le système financier ou dans le fait que la banque, par exemple, a suffisamment de créances et qu'on peut retirer l'argent qu'on a mis à la banque. Eh ben, on a cherché des systèmes où on ne dépend plus de la banque voilà, où il n'y a plus simplement Alors, d'autorité, de confiance. alors c'est intéressant parce que j'aurais cru dans ta première partie d'explication que c'était pour insuffler un vent de liberté, pour avoir des échanges financiers totalement libres entre les individus. Mais là, tu me dis que c'est aussi une façon de sécuriser son patrimoine financier. Et là, cet argument-là, alors moi, je suis totalement néophyte dans le sujet, hein, mais cet argument-là, il me paraît assez fou à entendre parce que tu es en train de dire, en gros, je confie mes finances, mon patrimoine financier à un univers complètement décentralisé en me disant, bah, finalement, c'est quand même plus sûr que de mettre mon argent à la banque, alors que le système bancaire en lui-même a quand même plutôt bien tenu euh, et je suppose est quand même assez pérenne dans le temps. Donc voilà, je ne sais pas la question qui peut en sortir, mais c'est un peu contre-intuitif, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pas forcément. C'est vraiment cette idée de liberté et d'indépendance par rapport à un intermédiaire, et donc D'accord. d'indépendance euh, par rapport aux banques dans les transferts de valeur, mais aussi dans le stockage de valeur. En fait, il y a ces D'accord. deux aspects. Il y a je suis indépendant si je veux donner de la valeur à quelqu'un, je ne suis pas obligé de passer par une banque. Il n'y a plus besoin de banque pour faire cet envoi de valeur. Mais on va dire dans une autre certaine mesure, alors c'est pas inconditionnel, mais dans une autre certaine mesure, je peux garder de la valeur de manière purement numérique dans une clé USB dans ma poche, sans qu'il y ait besoin de mettre des billets sous le matelas ou des lingots d'or. Et cette valeur-là, en fait, elle est très simple à stocker, puisque je peux stocker autant de valeur que je veux sur une clé USB, je ne suis pas limité, contrairement à, par exemple, de l'or ou des billets qui prennent un certain volume et qui sont délicats à sécuriser, puisqu'il faut, on va dire, lourdement sécuriser les aspects physiques, et puis ça prend de la place. Et aussi, de l'or et des billets, c'est assez compliqué à envoyer. Si je veux envoyer de l'or et des billets à l'autre bout du monde, c'est plutôt très complexe. Or Alors, là, en passant ouais. par un réseau comme la blockchain, ça va prendre quelques secondes pour Ok. envoyer de la valeur à l'autre bout de la Terre. Alors là, tu vois, c'est pareil, il y a encore plein de choses qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire que, est-ce que déjà, on est en train de parler de quelque chose qui va être assez accessible à monsieur tout le monde, sachant que là, tu es en train de me dire que c'est plus sécurisé de mettre son argent sur une clé USB qu'à la banque. Donc, moi, je veux bien que tu essayes de me convaincre là-dessus. Mais ouais, je pense que ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent leur clé, leur carte bleue. Alors, si tu mets toute ta trésorerie sur une clé USB, ça me paraît pas moins sécurisé. Mais et là, tu me dis c'est plus simple que d'échanger de l'or ou des grosses quantités d'argent. Mais je dirais voilà, ça intéresse peut-être qu'une fraction de personnes, pas monsieur tout le monde. Est-ce que l'univers des crypto-monnaies, c'est pas finalement une niche qui intéresse un certain nombre de spécialistes et qui, tant mieux pour eux, sont en train peut-être de s'enrichir grâce à ça, ou c'est finalement quelque chose qui peut intéresser tout le monde dans un avenir proche? Alors ça, c'est une fausse idée qui est très très largement répandue. Quand on pense à Bitcoin ou aux crypto-monnaies, on pense que c'est réservé à une population d'élite, riche et spécialiste du sujet. En réalité, pas du tout. Il faut regarder ce qui se passe en fait hors de France, puisqu'on a tendance à être tous un peu nombrilistes et en fait à toujours regarder notre condition à nous et pas la condition des autres. Et quand on regarde par exemple en France, on va dire qu'il y a 5 ou 10% des gens qui ont de la crypto-monnaie, mais très peu qui l'utilisent au quotidien. Par contre, quand on regarde dans des pays en voie de développement,
Si on regarde au Nigeria, si on regarde au Congo, si on regarde au Venezuela, si on regarde au Salvador, si on regarde aux Philippines, voilà, si on regarde dans un certain nombre de pays, en fait, on a des pourcentages d'usage par la population qui dépassent parfois les 30%. D'accord. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus d'usage par la population que en France, en fait, quasiment. Hein, donc il faut comprendre que les pays riches ou les pays d'Europe, c'est pas du tout les principaux utilisateurs. Je parle en part de la population des crypto-monnaies, et que la crypto-monnaie c'est un moyen en fait de substitution à la monnaie nationale pour beaucoup de pays, pour lequel la monnaie nationale en fait n'est pas forte du tout, voire s'effondre de jour en jour parce que les pays ont des mauvaises politiques monétaires. Et aujourd'hui, par exemple, quand on regarde dans les exemples très très récents ce qui se passe au Liban ou en Turquie, au Liban, la monnaie elle a perdu 90% de sa valeur en 2 ans. Donc quelqu'un qui avait épargné sur son compte bancaire au Liban, ben voilà, il a perdu 90% de son épargne juste entre guillemets à garder l'argent dans cette monnaie nationale. Et pareil en Turquie. Quand on regarde en Turquie, en fait, la monnaie ne vaut quasiment plus rien, justement parce qu'il y a des problèmes économiques, parce qu'il y a des mauvaises balances commerciales, parce que l'argent est mal géré, parce qu'il y a de la corruption, parce que voilà, il y a un certain nombre de phénomènes. Mais grosso modo, il y a beaucoup de pays qui connaissent des inflations galopantes, parfois autour d'1 million de % par an, ce qui est considérable. Et du coup, les crypto-monnaies restent, du coup, pour ces pays-là, des moyens de conserver son épargne et de pas tout perdre. Ok. Voilà, c'est un exemple concret, ouais. C'est un exemple très très concret. Mais ça demande quand même un certain niveau d'éducation, parce qu'il faut être complètement autonome pour manipuler ces. Parce que c'est un peu le principe. Je réfléchissais à une question pendant que tu me parlais. Je me dis, est-ce que ça existe des intermédiaires qui s'occupent de, de t'aider à structurer, à appréhender cet univers-là en ton nom, mais du coup, tu crées un intermédiaire. Donc Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on peut gérer de manière complètement décentralisée les choses, et ça c'est, on va dire, l'essence puriste qui veut ça, c'est-à-dire si on a vraiment, on gère soi-même son portefeuille. Alors, quand je parle d'une clé USB, c'était pour simplifier. En réalité, c'est un peu plus sécurisé qu'une clé USB, mais ça ressemble à une clé USB. Mais il y a moyen de faire une sauvegarde de cette clé USB, ce qu'on appelle une sauvegarde à froid, puisqu'en fait c'est une clé USB, mais c'est pas grave si elle ne fonctionne plus ou si on la perd, puisqu'en fait il y a un principe de récupération de nos portefeuilles qui permet en notant 24 mots. En fait, ça génère 24 mots aléatoires quand on initialise cette clé USB. En notant bien ces 24 mots sur une petite fiche cartonnée, eh ben, on peut récupérer ses fonds. Donc, il suffit juste de sécuriser cette petite fiche cartonnée et si on perd sa clé USB d'ailleurs qui est vraiment une carte bancaire. Hein. Dedans, il y a une carte SIM, grosso modo, avec un code PIN. Donc, c'est vraiment comme une carte bancaire. Si on fait 3 mauvaises tentatives de code PIN, on bloque la clé USB. C'est exactement comme une carte bancaire. Hein. C'est le même type de puce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, si on perd voilà cette clé USB ou si elle ne marche plus, c'est pas dramatique. On en rachète une autre. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Et on re-rentre les 24 mots et on récupère notre portefeuille. Puisqu'en fait, les 24 mots ne sont qu'une clé secrète qui permet d'accéder à ces fonds. d'accord. Et tu es obligé d'avoir ce support physique ou tu peux être sur un portefeuille complètement dématérialisé? Ah, ça peut être complètement dématérialisé. Là, je parlais par exemple d'avoir son portefeuille sur une clé USB, mais on peut avoir son portefeuille dans son navigateur D'accord, Internet, ok. qui peut faciliter par exemple les paiements en ligne. Donc, D'accord, c'est une extension qu'on va rajouter dans son navigateur Internet, la plus connue étant MetaMask, avec une icône de petit renard. C'est une extension qu'on rajoute à son navigateur et qui permet, lors d'un paiement, il y a un pop-up qui surgit et on a directement son portefeuille dans son navigateur, donc on peut valider et faire un paiement grâce à cette petite extension, ce qui est assez pratique pour les sites e-commerce, puisqu'on peut directement payer en ligne comme ça sans donner, par exemple, son numéro de carte bancaire. C'est aussi un d'accord. intérêt, c'est qu'on ne divulgue pas de données personnelles en faisant un paiement en crypto-monnaie. On n'a pas besoin de donner son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de carte, etc.
Donc ça évite aussi que ces informations personnelles potentiellement puissent être piratées par Ok. la suite. Et donc, au-delà de tous les avantages que tu nous as déjà donnés par rapport à une chute de la monnaie et un peu voilà de la liberté de paiement, etc., des libertés d'échange entre les personnes, quels sont les autres, à tes yeux, les autres avantages pour Monsieur Lambda qui vit en Europe avec une zone euro heureusement financièrement plutôt stable? Quels sont les autres avantages de la crypto autre que de faire de la spéculation? Je pense qu'on n'en parle pas trop aujourd'hui de ce sujet-là. Je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais bon, peu importe. Quel est l'autre avantage pour Monsieur Lambda qui vit en France ou en Europe aujourd'hui de se tourner vers les crypto-monnaies? Alors, il y a pas mal d'avantages. Et d'ailleurs, même si on a un petit peu éludé la question, qu'on ait soi-même son portefeuille ou qu'entre guillemets on le fasse héberger par un prestataire tiers, c'est vrai que ça peut être plus simple pour les débutants. Donc, je reviens très légèrement là-dessus. Soit on peut stocker ses cryptos effectivement soi-même, mais si on n'est pas très précautionneux, on peut prendre un prestataire tiers qui fera entre guillemets office de banque, mais de banque crypto. Et pour le coup, il y en a plein. À commencer par exemple par les bourses d'échange de crypto-monnaies en ligne, hein, puisque quand on veut acheter ou vendre de la crypto à partir d'euros, il faut un comptoir où déposer des euros pour avoir des cryptos ou inversement déposer des cryptos pour avoir des euros si on souhaite en vendre. Donc il y a un certain nombre de bourses d'échange en ligne qui peuvent aussi garder vos crypto-monnaies dans le cadre où vous êtes débutant et donc vous avez juste un login mot de passe, on va dire classique, pour accéder à votre compte et pas forcément toutes les contraintes d'avoir l'argent chez vous dans une clé USB sécurisée. Voilà. Alors c'est moins sécurisé, mais c'est un petit peu plus pratique pour les débutants d'avoir son argent sur une place d'échange ou une banque intermédiaire entre guillemets en ligne. Et quel est l'avantage d'avoir des crypto-monnaies pour des Européens ou des gens qui n'ont pas de problème, on va dire, de stabilité monétaire? Alors déjà, il faut voir qu'en fait, si on a tous des problèmes de stabilité monétaire, si on regarde aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe, on a une inflation qui est quand même assez conséquente. En Europe, on est entre 4 et 5% d'inflation par an. Aux États-Unis, ils en sont à 7 ou 8%. Là, je parle de chiffres très récents, hein, qui datent de quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'en fait, en Europe, si on est autour de 5%, eh ben, on va perdre la moitié de notre épargne en même pas 10 ans, ce qui est considérable. En même pas 10 ans, hein. Donc, à peu près en 8 ans, si on garde ce niveau d'inflation, à peu près en 8 ans, on va perdre la moitié de notre pouvoir d'achat. On ne perdra pas en nombre d'euros, mais notre pouvoir d'achat, ce qu'on pourra acheter avec ces euros, va fondre de la moitié dans 8 ans. Et 8 ans, c'est court. C'est très court comme délai, hein. Donc, si vous avez prévu d'épargner pour acheter de l'immobilier, par exemple, une maison, potentiellement, voilà, vous perdez la moitié de cette épargne en même pas une décennie, ce qui est énorme. Donc, les crypto-monnaies peuvent servir d'investissement alternatif. C'est un actif financier comme une action, comme de l'immobilier ou comme de la matière première, comme de l'or, par exemple. Voilà. Ça permet de diversifier aussi ses investissements. C'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Donc là, il y a deux points intéressants. C'est est-ce qu'aujourd'hui la crypto-monnaie c'est une valeur d'un refuge, mais est-ce que la stabilité des crypto-monnaies est suffisante pour en faire une valeur refuge? Parce que tu parles d'instabilité monétaire, enfin au niveau de l'inflation, mais au niveau des cryptos, il y a quand même une fluctuance de la valeur, donc tu as quand même une risque si tu investis sur une crypto que la valeur de cette crypto baisse, ou est-ce qu'il existe des valeurs refuges? Et le deuxième point, tu comparais la crypto à l'or. Est-ce que j'ai cru comprendre que en fait, par exemple, le Bitcoin, il y a une quantité limitée en circulation, comme l'or dans le monde. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aujourd'hui sa valeur, c'est que on peut acheter du Bitcoin, mais à un moment donné, on n'en crée plus de Bitcoin, ou on en crée par d'autres systèmes, mais on peut en parler aussi après, mais voilà. Donc, la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est assez stable, ou certaines valeurs de crypto sont assez stables pour en faire une bonne valeur refuge? Et la deuxième question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce système de quantité limitée dans le temps?
Très bien. Alors, effectivement, sur la stabilité des cryptos, ça aura échappé à personne que les crypto-monnaies sont plus volatiles en général que les monnaies d'État. Euh, alors, ça dépend aussi de quelle crypto-monnaie. Parce que Bitcoin, par exemple, pour prendre la plus célèbre des crypto-monnaies, hein, celle qui possède le plus de capitalisation au monde, et ça représente environ la moitié de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, c'est Bitcoin, et l'autre moitié est répartie parmi des milliers d'autres crypto-monnaies. Hein, donc la part du roi, on va dire, c'est Bitcoin. Mais ce qu'on constate, effectivement, c'est que Bitcoin est plus volatile qu'une monnaie d'État, c'est très clair. Bitcoin peut bouger de 5 voire 10% par jour, ce qui est très volatile puisque une monnaie d'État aura cette volatilité-là à peu près en un an. Hein. Donc on a quelque chose qui potentiellement est une centaine de fois plus volatile qu'une monnaie d'État. Ceci dit, ce qu'on constate, c'est que Bitcoin là a 13 ans environ, et Bitcoin est de moins en moins volatile, puisque la volatilité, en fait, elle vient essentiellement d'un écart important entre l'offre et la demande sur un marché, et du fait qu'il n'y ait pas assez de liquidité, c'est-à-dire pas assez d'acheteurs et pas assez de vendeurs. S'il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, les prix auront du mal à bouger. Alors que s'il y a très peu d'acheteurs, très peu de vendeurs, chaque achat ou chaque vente fait faire un bond assez important à la valeur. Et donc, avec l'adoption de Bitcoin par les institutionnels, parce que maintenant, depuis 2-3 ans, il y a des banques et des sociétés qui ont converti une partie de leur trésorerie en Bitcoin, on a beaucoup plus de volume et beaucoup plus d'acheteurs et vendeurs. Ça s'est institutionnalisé. Et donc, la volatilité de Bitcoin, ce qu'on constate, c'est qu'elle diminue d'année en année, puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs qui en ont. Voilà. Et c'est pas une façon de sécuriser l'épargne en argent classique pour les gens, tu dis les banques ou des choses commencent à transférer des actifs en Bitcoin, c'est pas une façon aussi pour eux de sécuriser, ou c'est juste pour leur patrimoine personnel? Ce qui est intéressant, c'est qu'on en vient du coup à ta deuxième question, puisque là, ça va être très lié à ta deuxième question. D'accord. Ta deuxième question était sur le fait qu'il y ait une quantité effectivement limitée de Bitcoin. Et tu as comparé ça avec de l'or, et c'est plutôt une bonne comparaison, non pas de comparer l'or et le Bitcoin, parce que les deux sont différents, mais de comparer surtout le fait que les deux, en fait, ont un supply, hein, c'est-à-dire une quantité en circulation limitée. D'accord. Donc l'or, effectivement, c'est une matière première et c'est quelque chose qu'on peut pas falsifier ou pas créer dans d'énormes quantités, facilement. On a une quantité qui est très limitée et c'est d'ailleurs assez complexe d'extraire de l'or. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, de la prospection, même des produits chimiques, des engins de chantier, etc. pour extraire des tout petites quantités d'or. Hein. On parle de quelques grammes. Et donc l'or est en quantité très limitée dans le monde, tout comme d'ailleurs le Bitcoin. Effectivement, le Bitcoin a été créé et dans l'esprit d'avoir une quantité limitée à 21 millions d'unités pour justement avoir une quantité aussi limitée. Parce que le gros problème des monnaies d'État, et c'est vrai dans 99% des monnaies d'État, c'est que ce sont des monnaies, ce qu'on appelle inflationnistes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de quantité limitée. Aujourd'hui, il n'y a pas de quantité limitée d'euros qui a été fixée, il n'y a pas de quantité limitée de dollars, mais c'est vrai dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que chaque année, on imprime de plus en plus de monnaie, en fait, dans tous les États. Et contrairement à ça, donc Bitcoin se veut être déflationniste. Donc, c'est donc une réserve qui existe en quantité limitée. D'accord. Contrairement aux monnaies d'État qui, elles, sont en quantité illimitée. Et ça, c'est un fait qui est acté dans le registre initial, justement, qui se promène depuis la création du Bitcoin et qui est répliqué. C'est-à-dire que personne peut aujourd'hui prendre l'initiative de modifier cette quantité de Bitcoin. Ça, c'est quelque chose qui est présent dès le début dans le code informatique de Bitcoin. Et personne ne peut changer ça de sa propre initiative. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un consensus très large et un accord très large pour modifier cette règle, entre guillemets. Consensus qui n'aura très vraisemblablement jamais lieu, puisque c'est un peu l'essence même de Bitcoin de fonctionner avec une quantité limitée, et c'était vraiment un vœu pieux du créateur,
et beaucoup de choses reposent sur ce concept de rareté numérique, justement, pour en faire quelque chose qui est un peu similaire à de l'or et pour en faire quelque chose qui ne sera pas fondant, contrairement à une monnaie d'État dans le temps. D'accord. Si on regarde les politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Fed aux États-Unis, elles ont un objectif d'inflation de 2% par an. C'est ça qu'il faut voir. Donc ça, c'est presque gravé dans le marbre. C'est comme Bitcoin qui a un objectif de 21 millions d'unités dans le temps. Ben, les banques centrales, elles ont un objectif d'inflation de 2% par an. Et donc, fatalement, les monnaies d'État vont fondre de 2% en valeur d'achat, en pouvoir d'achat, pardon, de 2% par an. Ce qui fait que, typiquement, en 20 ans, c'est-à-dire en un peu moins d'une génération, on perd la moitié de son pouvoir d'achat si on épargne. Et ça, c'est vrai en euros, c'est vrai en dollars. Et ça s'est même intensifié avec la crise du Covid et puis la crise des subprimes. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on regarde la quantité de dollars en circulation, le dollar existe depuis plus de 200 ans, environ 250 ans, si je dis pas de bêtises. Enfin, on me pardonnera l'approximation, mais 30% des dollars en circulation ont été imprimés l'année dernière, en 2021. En une seule année, on a émis le tiers du nombre de dollars en circulation depuis 250 ans, ce qui est considérable. Tout ça pour essayer de relancer un petit peu l'économie qui était en fait au point mort pendant la crise du Covid. Donc les banques centrales ont injecté énormément d'argent dans l'économie, ce qui a fait gonfler les prix et donc ce qui a augmenté l'inflation comme on disait. Autre chiffre peut-être pour se rendre compte que nos économies sont très fondantes, en 100 ans, le dollar a perdu 93% de sa valeur en pouvoir d'achat. Voilà, en pile poil 100 ans. Est-ce qu'on peut illustrer un petit peu pour ce que tout le monde n'est pas forcément câblé finance. Qu'est-ce que tu entends par là Eh ben, il y a 100 ans, par exemple, avec, disons, 100, enfin, on va donner un exemple assez fictif, mais il y a 100 ans, avec 100 dollars, par exemple, on pouvait acheter 100 morceaux de pain. Ouais, ok. 100 petits pains. Et ben aujourd'hui, avec cette même quantité, si j'ai gardé mes 100 dollars de l'époque et que je les ai pas dépensés pour acheter 100 morceaux de pain, ben aujourd'hui, je peux acheter que 7 morceaux de pain. D'accord, ok. Voilà, au lieu de 100. Oui, parce que le pain a pris de valeur. Parce que en fait, ma monnaie a perdu en valeur puisqu'il y a eu de l'émission monétaire, donc ça a dilué la valeur de ce que j'ai. Et donc, je peux, au lieu d'acheter 100 morceaux de pain il y a un siècle, je peux en acheter que 7 à l'heure actuelle. Donc, j'ai perdu 93% de mon pouvoir d'achat. D'accord, c'est très clair. Ok. Et du coup, je lisais, en préparant un petit peu l'épisode, je lisais une autre information. Donc, on a dit le Bitcoin, une quantité limitée en circulation, mais le truc un peu fun, c'est que toute la quantité prévue n'est pas encore en circulation, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a une émission qui est plutôt rapide au début et qui est de plus en plus lente au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on doit être à 18 millions et demi, quelque chose comme ça, de bitcoins émis sur les 21 millions. C'est ce que j'ai lu, ouais. Donc, c'est une grande majorité des bitcoins qui sont émis, mais il en reste encore donc 2 millions et demi, hein, encore un peu plus de 10%. À émettre et qui vont prendre un peu plus de 100 ans, je crois, à être émis. Hein. Donc on a une émission assez rapide au début et de plus en plus lente vers la fin, ce qui permet aussi de pas diluer trop rapidement la valeur, contrairement aux États où eux ils ont une émission en fait linéaire puisqu'ils émettent en moyenne 2% par an de monnaie. Voilà. Le Bitcoin ralentit dans son émission. J'interromps le cours de l'épisode pour vous permettre de souffler un petit peu et pour vous prévenir que si vous avez des questions à poser à Renaud sur ce sujet des crypto-monnaies, vous pouvez m'envoyer vos questions à contact@systemcells.fr. Avec toutes les questions que nous recevons, nous enregistrons un nouvel épisode avec Renaud. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Allez, on reprend. Et tu peux nous expliquer un petit peu le phénomène justement d'émission du Bitcoin ou qu'on appelle le minage, c'est ça? Qu'on illustre, en fait, qu'on imagine quelqu'un avec sa pioche
qui va creuser la terre du numérique, du digital, pour aller trouver les derniers bitcoins. Donc, à la sueur de son front, il peut obtenir des bitcoins gratuitement, mais Alors, finalement, ce ne sera pas gratuit parce que ça lui aura coûté ouais. en matériel et en On énergie. peut voir ça comme de l'extraction d'or, hein. L'extraction d'or Ouais. nécessite du travail manuel et nécessite effectivement de l'énergie, de la sueur, nécessite des appareils de chantier, hein, voilà. Donc extraire de l'or, ça nécessite un travail important. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'or a une valeur, parce que d'une part il est rare, mais parce que aussi il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et beaucoup de temps et de moyens financiers qui sont mis pour l'extraire. Et ben c'est un peu pareil avec Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est rare hein, et qui est complexe à extraire, puisqu'en fait pour extraire des Bitcoins, c'est un mécanisme naturel du réseau qui va récompenser en fait les ordinateurs qui vont inclure des transactions dans la blockchain. C'est-à-dire que quand je fais une transaction, je vais payer des frais qui sont assez faibles, mais qui peuvent être de l'ordre de, par exemple, 50 centimes ou 1 euro par transaction. Et ces frais-là vont revenir, en fait, aux mineurs. Et les mineurs, ce seront les gens qui vont collecter des transactions et qui vont les écrire dans la blockchain. Et pour avoir le privilège d'inclure dans la blockchain, de pouvoir écrire dans la blockchain ces transactions, de les figer en fait dans le marbre, c'est une grande loterie. C'est une grande loterie, c'est un jeu de hasard, donc c'est vraiment comme de l'extraction d'or. Il faut avoir de la chance. mais plus on a de pioches, plus on va avoir de chances de trouver de l'or. Et donc ça dépend des moyens que vous mettez. Mais grosso modo, ce sont des calculs, semble-t-il, un peu aléatoires. Donc il n'y a pas moyen entre guillemets, de biaiser sa chance. Hein. Il faut calculer plus vite pour trouver plus de Bitcoin. De la même manière que pour extraire de l'or, bah, il faut avoir plus de personnel et plus de pioches pour avoir plus de chances de trouver de l'or. Et en fait, on fait un calcul très compliqué sur des ordinateurs. Et plus on a de puissance de calcul, plus on a de chances d'être tiré au sort, entre guillemets, et d'avoir des bitcoins. Donc en plus des frais de transaction, le protocole alloue tous les 10 minutes une quantité de bitcoin à celui qui a la chance d'être tiré au sort. Et aujourd'hui, on en est à 6 bitcoins et demi, je crois, qui sont alloués tous les 10 minutes à quelqu'un dans le D'accord. monde. Ok, ça c'est clair. Mais est-ce que on connaît la capacité de l'être humain à, à toujours aller plus loin et plus vite, le plus rapidement possible? Est-ce que là, du coup, on n'est pas dans une course en avant de l'équipement hardware pour justement celui qui sera le plus équipé, le plus vite, qui achètera le plus de matériel, de CPU, de carte graphique ou je ne sais quoi? Et il y aura toujours un mec qui en achètera plus que toi et d'autres qui va mettre des moyens énormes. Est-ce qu'on n'est pas justement là dans en train de nourrir un système complètement, une course en avant au niveau du matériel? Est-ce que justement dans l'univers matériel fini, est-ce que ce genre de petit jeu a vraiment sa place? Et puis finalement, en consommation d'énergie, il y a des voix qui se lèvent en disant Mhm. attendez, à ce petit jeu-là, dans un monde où on court après la sobriété énergétique, vous êtes bien gentil, mais c'est pas vraiment quelque Ouais. chose qu'on peut se permettre, quoi. Alors c'est quelque chose qu'on entend très souvent comme argument. Alors il y a déjà deux choses. Déjà, c'est pas celui qui a le plus de capacité de minage qui va avoir les blocs hein, systématiquement, parce qu'il s'agit d'une grande loterie. Hein, donc c'est comme des grilles de loto. C'est pas celui qui en valide le plus qui va forcément gagner. Hein. Il aura plus de chances, mais c'est pas forcément celui qui va gagner systématiquement. Donc en fait c'est proportionnel. La récompense va être proportionnelle aux moyens qu'on a mis dans le minage. Voilà. C'est pas toujours le même qui va gagner, autrement dit, même si quelqu'un a beaucoup plus que les autres. Et d'autre part, c'est un système avec un équilibre économique. C'est-à-dire que personne va mettre 10 millions de moyens par an si c'est pour gagner 1 euro. Hein. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que je dépense et ce que je vais gagner. Et donc, ça n'a aucun sens de mettre des moyens délibérés en millions si c'est pour gagner quelques dizaines d'euros. Voilà, je caricature, mais en fait, le vrai enjeu, il est là. Et donc, ce qu'on constate au final, c'est que le coût d'extraction moyen d'un bitcoin, il est très proche du coût matériel et électrique pour le produire. Enfin, le prix qu'on va pouvoir le vendre est très proche du coût
de production. Il y a une petite marge de 5, 10, voire 15% par moment. Mais en fait, on a très peu de marge de manœuvre, si j'ose dire. Et aujourd'hui, par exemple, là, tu n'as pas un gros phénomène de spéculation sur le minage. C'est-à-dire que tu sais que si tu fais du minage, tu peux revendre ce que tu as obtenu, tu peux le revendre 15, 10, 15 ou voilà. 5, 10, 15, et bon, généralement au-dessus, mais pas toujours. On n'a pas cette sécurité-là parce que là, par exemple, depuis 2-3 semaines, le Bitcoin baisse pas mal, enfin les crypto-monnaies baissent pas mal, et d'ailleurs c'est pas uniquement le seul marché qui baisse puisque la bourse aussi baisse avec en fait les Américains qui ont annoncé leur intention de relever les taux, ça a fait baisser tous les marchés financiers, Bitcoin compris. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, il est moins rentable de miner du Bitcoin puisqu'on va pouvoir vendre son Bitcoin 30 ou 40% moins cher qu'il y a un mois. D'accord, ok. Donc très clairement, il y a des gens qui ont dit ah bah ça vaut plus le coup de miner puisque aujourd'hui je suis en perte. J'avais 10% de marge, mais aujourd'hui j'en ai moins 30 si je le vends. D'accord. Donc en fait c'est un équilibre, voilà, entre le coût et le prix du Bitcoin. Et ce qu'on constate, c'est que le prix s'aligne à peu près sur les coûts. Et qu'il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas une marge considérable et des gens qui s'enrichissent considérablement en minant, très clairement. Et pour ce qui s'agit de la consommation énergétique, c'est vrai que c'est un sujet voilà, qui revient quand même assez souvent. On entend beaucoup dans les médias que Bitcoin pollue, etc., etc. Alors déjà, il faut bien différencier la consommation et la pollution, c'est très différent, puisque par exemple, à peu près dans le monde, on a 70% de l'énergie qui est utilisée pour miner du Bitcoin qui est non carbonée. Donc il faut comprendre que du coup, elle n'émet pas de carbone et donc elle est peu polluante en fait. Donc la consommation et la pollution, c'est pas la même chose. Déjà, il faut bien faire la différence entre les deux. Mais je te répondrai que l'énergie que tu utilises à faire ça, tu l'utilises pas ailleurs et on est quand même à la chasse au kilowatt disponible. Alors, exactement, Voilà. exactement. Sauf qu'il y a un point qui est sans doute très peu connu pour nos auditeurs et d'ailleurs pour beaucoup de politiques aussi, par ailleurs. C'est comme vous savez tous, l'énergie, ça se stocke très mal. On peut pas stocker de l'énergie qu'on a en surplus et la distribuer plus tard, sauf des toutes petites quantités d'énergie. Mais grosso modo, toute énergie produite, si elle n'est pas consommée, elle est perdue. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est notamment très vrai pour toutes les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, l'hydroélectrique, le solaire. Voilà, on en produit quand on a l'opportunité d'en produire, parce que c'est les forces de la nature qui choisissent quand est-ce qu'on a de l'eau de pluie, quand est-ce qu'on a du soleil, quand est-ce qu'on a du solaire. Mais c'est pas du tout calé sur une activité humaine, ces productions d'énergie. D'accord. Et donc, en fait, on a des grandes périodes où on a des surplus d'énergie qu'on ne peut pas stocker. Oui. Et c'est là qu'il est intéressant, justement, de rentabiliser cette énergie en utilisant le surplus d'énergie, celui qui n'est pas consommé normalement, pour faire du minage. D'accord. Et cette idée-là a permis notamment de financer des centrales électriques dans des pays très pauvres, dans lesquels ça n'aurait pas été rentable d'installer une centrale électrique pour alimenter un village de 1000 personnes, disons, parce que justement, il n'y a pas assez de marge et il y a un trop gros amortissement à avoir. Et c'est pas intéressant de construire une centrale électrique pour un village de 1000 personnes, surtout que la consommation, elle va être, par exemple, en été très faible. Eh ben, plutôt que de dire, on construit pas de centrale électrique et on n'alimente pas le village et les gens restent sans électricité, eh ben, on peut construire un village électrique et être certain d'avoir une rentabilité, justement en permettant à des mineurs de payer cette électricité pour financer la centrale électrique. Et de cette manière-là, on arrive à implanter des centrales électriques dans des pays pauvres pour lesquels ça n'aurait pas été rentable de construire des centrales électriques. Donc on donne de l'électricité à des gens qui n'en avaient pas. Et on ne consomme pas de l'énergie utile, on ne consomme que des surplus. Et ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Si on regarde les pays dans lesquels il y a beaucoup de mineurs, ce sont des pays où il y a des surplus d'énergie. C'est le Kazakhstan, c'est la Russie. Ce sont des pays d'Amérique du Sud qui ont beaucoup de, par exemple, d'énergie hydroélectrique. Et ces énergies-là, on ne sait pas les stocker et elles sont en surplus assez fréquemment. Donc on la paye très peu cher puisque c'est de l'énergie en surplus.
Ça intéresse les mineurs puisque l'électricité est très peu chère, et ça intéresse les installateurs de centrales puisque ça leur permet de rentabiliser de l'énergie qui serait de toute façon perdue, et donc il vaut mieux avoir un peu d'argent que d'en avoir zéro. Ça me fait. Tu as cité certains pays qui sont pas des modèles démocratiques avancés, on va dire, ou peut-être des modèles autoritaires du futur qu'on retrouvera partout dans le monde. Mais du coup, voilà, on pourrait s'embarquer dans une discussion sur les crypto-monnaies et les aspects un peu les négatifs par rapport aux sociétés qu'on connaît actuellement. Mais je pense que ça nous emmènerait sur un terrain un peu loin, et je vois l'heure qui tourne, donc ce sera peut-être pour l'épisode numéro 2. On a parlé beaucoup du Bitcoin, mais des crypto-monnaies, il en existe, je sais pas, des centaines, des milliers. Est-ce qu'elles reposent tous sur le même système? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres valeurs, on va dire, stables, comme le Bitcoin, sur lequel voilà, on peut investir sans danger, enfin sans danger. Attention, je fais disclaimer, l'échange ici n'a aucune valeur de conseil, etc. Mais voilà, quand je dis sans danger, avec une faible volatilité. Est-ce que, voilà, première question, combien il existe d'autres cryptos? Est-ce qu'elles reposent tous sur le même fonctionnement de quantité limitée, de minage, etc.? Alors, il existe beaucoup de cryptos, comme je disais, Bitcoin c'est à peu près la moitié, si on fait les choses très rondes, de toute la valeur de toutes les autres crypto-monnaies. Donc, il y a une autre moitié en termes de volume financier qui est ventilée sur, je dirais, environ 200 000 crypto-monnaies. Alors, en réalité, quand on parle de 200 000 crypto-monnaies, il y a les monnaies qui ont leur propre blockchain, et il y a ce qu'on appelle des jetons. C'est-à-dire des choses un peu parfois fictives qui sont émises sur des blockchains, mais qui sont pas la monnaie principale d'une blockchain, qui sont juste des jetons que des gens ont rajoutés sur cette blockchain et utilisent cette blockchain comme moyen de transport, et ensuite échangent autre chose que la monnaie principale de la blockchain. Oula, Donc, okay. Crypto-monnaie et jetons, bon, c'est des notions un petit peu différentes, mais grosso modo, il faut savoir qu'il y en a environ 200 000 en plus de Bitcoin. Évidemment, il y en a une très très grande majorité, ce sont des choses qui ont aucun intérêt, qui ont été créées juste pour rigoler. C'est pour ça que par exemple qu'on parle de Dogecoin. Dogecoin, dont Elon Musk parle très souvent, hein, le président de Tesla, le PDG de Tesla, parle très souvent de Dogecoin. Mais c'est une crypto-monnaie qui a été créée pour rigoler avec un avatar de chien. Voilà. Et c'est une crypto-monnaie qui s'est créée vraiment pour le fun et qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui permet pas de faire grand-chose. Et elle, qui va par exemple beaucoup plus fluctuer que le Bitcoin, elle va être très 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 volatile parce que justement, il y a beaucoup moins d'acheteurs et vendeurs. C'est toujours le même principe. D'accord. Donc ces toutes petites crypto-monnaies, elles sont très risquées puisqu'elles sont très très volatiles. Il y a des gens qui ont gagné des millions avec ces crypto-monnaies, mais s'il y a des gens qui gagnent des millions, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui en perdent des millions. Hein, rien ne se perd, rien ne se crée, comme on dit. Donc, il vaut mieux rester sur des grosses crypto-monnaies, on va dire du top 10 ou top 20, parce que il y en a beaucoup qui sont vraiment des arnaques ou qui sont basées sur rien, très clairement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à dire aux auditeurs. De pas aller sur des choses trop exotiques. Déjà, on a un risque de volatilité un petit peu important déjà avec les grosses cryptos. Alors, ne parlons pas des petites cryptos qui peuvent faire des fois 1000 ou fois 10 000 ou inversement être divisées par 1000 ou divisées par 10 000 dans la journée. Donc, quand on a mis de l'argent dedans, bah, c'est pas facile. Ouais. Alors, je disais que Bitcoin est un peu une exception dans les crypto-monnaies, puisque c'est un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle de la preuve de travail. Il faut prouver qu'on a travaillé pour être récompensé. Et donc, on dépense de l'énergie à travailler, évidemment. Comme on le fait d'ailleurs, nous, humains, hein, on est obligé de manger régulièrement puisqu'on dépense de l'énergie à travailler. C'est vraiment le même concept. Mais la plupart des autres blockchains, en fait, sont basées sur un autre modèle qui est la preuve d'enjeu, qui est très différent puisque là, il faut mettre en enjeu des jetons ou des crypto-monnaies. Et on va pas être tiré au sort en fonction de l'énergie qu'on dépense, mais en fonction du nombre de jetons dont on dispose. Et donc, vous avez plus de chances d'être tiré au sort pour valider des transactions si vous avez une grande quantité de crypto-monnaies. Et si vous mentez ou si vous avez un comportement malhonnête en validant des transactions qui sont illégitimes, eh ben vous allez être puni par la blockchain qui va vous confisquer ce que vous avez mis en enjeu. Donc
plus vous avez de jetons, plus vous avez à perdre d'être malhonnête dans le système, autrement dit, puisqu'on vous confisque ces jetons si vous êtes malhonnête. Et la plupart donc des blockchains maintenant sont basées sur ce système-là. Et là, pour le coup, il y a une très très grosse différence en termes de consommation électrique. On consomme environ 1000 fois moins en preuve d'enjeu qu'en preuve de travail. Et quand je dis 1000 fois moins, donc c'est environ, ça tient sur un tout petit ordinateur personnel qui consommerait environ 5 watts, une toute petite carte électronique pour faire un nœud, 5 watts au lieu de 5000 watts si vous voulez pour un mineur par exemple. Donc c'est moins qu'une ampoule électrique autrement dit. Donc on peut pas parler là de désastre écologique très clairement puisqu'on est 4 fois moins qu'une ampoule électrique pour faire tourner un nœud. On peut citer dans les blockchains qui utilisent cette preuve d'enjeu, par exemple, une blockchain francophone qui s'appelle Tezos, T-E-Z-O-S, qui a été créée par un Français il y a quelques années et qui est aujourd'hui utilisée par des organismes d'État français comme la gendarmerie ou comme la Société Générale, par exemple. Voilà. Ou le groupe Casino, si on cite les groupes commerciaux, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en fait le groupe Casino et la Société Générale sur cette blockchain qui est en preuve d'enjeu, donc qui consomme vraiment très très peu. Elles ont émis un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est ce qu'on appelle un jeton qui est stable en valeur. Et en l'occurrence, elles ont créé un jeton stable qui vaut toujours 1 euro. Donc ça permet de numériser l'euro et d'utiliser une blockchain pour faire les échanges et donc de ne pas avoir, encore une fois, à passer par un organisme intermédiaire pour faire cet envoi ou ce stockage de valeur. D'accord. Mais est-ce que là, tu es quand même dépendant de la valeur de l'euro quand tu fais ça ou... Alors, on est dépendant de la valeur de l'euro puisque, en fait, le principe, c'est la Société Générale qui s'en porte garante et qui est auditée par une très grosse société d'audit derrière. Mais l'idée, c'est qu'elle a, à chaque fois qu'elle met 1 euro en réserve, elle peut émettre un lug, et c'est comme ça que s'appelle le jeton, un lug, en circulation sur la blockchain Tezos. Et inversement, quand quelqu'un veut récupérer ses euros, il envoie un lug à la Société Générale et il récupère 1 euro qui était en caisse. Et à tout moment, il y a l'équivalent en caisse en euros du nombre de lugs qui sont en circulation sur la blockchain Tezos. D'accord. Mais par contre, les échanges et le stockage peuvent se faire sans banque. C'est juste, en fait, la rémission et l'échange contre des euros sonnants et trébuchants qui nécessitent de se mettre en relation avec une banque, la Société Générale en particulier ici. D'accord. Donc là, en fait, c'est juste la finalité, c'est de faciliter des échanges sans intermédiaire, mais pas d'avoir des valeurs. Là, c'est juste. Ouais, ok. Voilà. Et le groupe Casino a choisi de faire ça. On va dire pour à terme remplacer, en tout cas c'est ce qu'il dit, à terme remplacer ses bons de fidélité plutôt que de donner des bons de fidélité aux clients du groupe Casino quand ils consomment chez lui. L'idée c'est de remplacer ces bons de fidélité, de les numériser et de les tokeniser, de les transformer sous forme de tokens. Et le groupe Casino souhaite plutôt donner des lugs à ses clients, à ses bons clients, pour les fidéliser, ce qui leur permettra de consommer non pas uniquement dans leur groupe, mais ailleurs aussi, puisque ces jetons ont aussi une valeur en dehors de l'univers du groupe Casino, puisqu'ils valent 1 euro. Et ces jetons-là, si c'est bien compris, les tokens, ces jetons peuvent te servir à acheter des crypto-monnaies aussi. Oui, parce que à partir du moment où on est dans l'univers blockchain, on peut échanger un jeton contre un autre. Il y a plein de places de marché pour le faire. Et donc, on peut échanger ces lugs contre des bitcoins, ces lugs contre de l'Ethereum ou ces lugs contre des euros. D'accord, ok. Renaud, on va arriver à une bonne... C'est passionnant, j'ai pas vu le temps passer. Moi, j'avais encore 2 questions à te poser. Et tu sais que j'avais fait un appel à questions à certains abonnés. Ouais. Et j'ai eu une réponse. Mais du coup, Arthur m'en voudra énormément si je ne te pose pas ces questions. Ça aurait été quand même dommage de demander aux gens de poser la question et de ne pas les poser. Donc, on va poser les questions d'Arthur et je poserai les miennes après. Donc, Arthur te demande,
ce que tu penses des crypto-blockchains non totalement décentralisées, type Ether ou Sorare. Je ne comprends pas la question, mais tu la comprends sûrement. Donc, Alors, l'Ether est quand même bien décentralisé, donc je pense que il y a une petite confusion. Euh, Mais après, il y a des choses, on va dire, qui sont moins décentralisées. On a parlé, par exemple, des logs de la Société Générale, qui n'ont pas de valeur sans qu'il y ait une contrepartie par un acteur centralisé, bien évidemment. Mais il y a aussi, donc, si on parle de Sorare, Sorare fait des cartes à collectionner sous forme de jetons, notamment des cartes à collectionner de footballeurs, un petit peu comme pour ceux qui sont pas tout jeunes comme moi, comme les autocollants à collectionner qu'on échangeait dans les cours de récré. Et ben il y a la version numérique de ces autocollants et de ces albums pour collectionner ces autocollants et ces cartes à collectionner, qui ont été créés par une société française qui s'appelle Sorare et qui a choisi de fabriquer des jetons avec des joueurs de foot du monde entier et donc entre guillemets de donner une valeur sur la blockchain à ces jetons aux effigies voilà des plus grandes stars de football. Et évidemment, plus on a des grandes stars de football, plus on peut monnayer ces échanges de manière importante. Donc ça, il faut savoir que c'est une mode qui s'installe de plus en plus sur la blockchain. C'est vraiment pour les artistes de distribuer des faibles tirages d'œuvres d'art. Donc l'œuvre d'art peut être réellement une peinture, peut être une sculpture, peut être ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, l'œuvre d'art, c'est juste des photographies de joueurs de football et qui sont effectivement émis par une entité. Mais ceci dit, l'œuvre d'art continue d'exister, même si l'entité n'existe plus. Si demain Sorare fait faillite, on peut toujours continuer à échanger ces jetons aux effigies des joueurs. Donc, ça n'a pas trop d'influence, en fait, on va dire, sur les échanges ou sur la valeur de ces jetons. D'accord, ok. Deuxième question, alors Arthur, je la pose parce que tu as fait l'effort de remplir le formulaire, mais je ne la comprends pas. Il te demande ce que tu penses des ICO, pas d'un point de vue spéculatif, mais plutôt d'un point de vue réalité technique de la solution. D'accord, alors les ICO, c'est comme des entrées en bourse pour les entreprises, sauf que c'est dans le monde de la blockchain. En fait, c'est une levée de fonds. Pour une entreprise, elle choisit d'ouvrir son capital quand elle rentre en bourse en émettant des actions, et chaque action va avoir un prix déterminé, et c'est comme ça que les entreprises qui rentrent en bourse lèvent des fonds. Et ben les ICO, c'est exactement pareil pour des entreprises tech, on va dire, du secteur de la tech et surtout du secteur de la blockchain, qui choisissent d'émettre des jetons qui permettront d'avoir un droit de vote ensuite dans l'entreprise. Donc c'est vraiment assez similaire à des actions, c'est vraiment le pendant. Et ça a été un moyen très populaire de lever des fonds très rapidement il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu en perte de vitesse, c'est pas on va dire le moyen privilégié pour les projets de lever des fonds, mais il y a 3-4 ans, c'était un moyen très rapide et très facile pour lever des fonds. L'idée, c'est plutôt que de rechercher 2 ou 3 gros investisseurs on va dire dans son réseau, aller chercher une banque ou aller chercher une très grosse entreprise pour investir dans notre startup, eh ben on va privilégier, on va dire des plus petits portefeuilles, mais en plus grande quantité. C'est-à-dire, au lieu de choisir 3 gros investisseurs, ben on va prendre 100 000 petits porteurs ou 1 million de petits porteurs. Et on va réussir à réunir des sommes très intéressantes pour sa levée de fonds très rapidement. Et c'est comme ça qu'on a vu des entreprises du secteur crypto. Je parlais de Tezos, qui est une blockchain française, par exemple. Eux, ils ont réuni 800 millions de dollars très rapidement grâce à une ICO. Donc une autre application possible des crypto-monnaies et de la blockchain. Voilà, pour lever de l'argent et monter votre structure, l'ICO, ça peut être un excellent moyen. Ça peut être plus rapide que de passer par des moyens de financement traditionnels quand on monte sa boîte. Super intéressant. Ça, c'était pour les questions d'éditeurs. Moi, j'avais une autre question que j'avais notée en préparation. C'était aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt, on a parlé tout à l'heure de l'application des cryptos pour monsieur tout le monde qui veut se faire un patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on dit aux gens, si vous voulez investir en bourse, il suffit d'investir une centaine d'euros par mois, voilà, c'est très suffisant, ou même 200, enfin après le montant, peu importe.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la même logique? C'est-à-dire, j'investis une centaine d'euros par mois sur le Bitcoin. Je fais ça pendant les 10 prochaines années. Voilà, c'est une façon de placer son patrimoine. Est-ce que ça a un intérêt de faire ça ou on est plutôt sur un jeu où il faut amener tout de suite des sommes, voilà, je mets 2000, 6 mois après, je remets 4000. Enfin, tu vois, est-ce qu'on est sur la même logique de placement financier? C'est très bien que tu en parles pour terminer, parce que effectivement, la raison pour les crypto-monnaies, c'est vraiment la diversification de patrimoine. Et comme pour toute diversification de patrimoine, il ne faut pas mettre tout son argent dans le même panier, hein, comme on dit. Donc évidemment, il ne faut pas mettre tout son argent dans les crypto-monnaies, mettre uniquement l'argent qu'on a, on va dire, en plus et qui nous est pas nécessaire pour vivre. Et d'autre part, il ne faut pas rentrer brutalement en mettant des milliers d'euros d'un coup sur les cryptos. La meilleure manière de rentrer, effectivement, c'est de faire ce qu'on appelle du DCA, hein, du dollar cost averaging, et c'est-à-dire d'investir des petits montants régulièrement, de manière à lisser un petit peu notre prix d'achat et de pas dépendre juste de notre prix d'entrée, qui est pas forcément d'ailleurs le prix le plus intéressant, parce que quand vous choisissez d'acheter de la crypto, vous n'êtes pas en général au plus bas, surtout si vous avez attendu 10 ans pour en acheter. Voilà. Donc, une bonne manière de rentrer dans la crypto en prenant pas trop de risques et en visant plutôt le long terme et en ne spéculant pas, et d'ailleurs je déconseille aux débutants de spéculer, c'est-à-dire d'acheter et de vendre sans arrêt, plus vous faites de mouvements, plus vous avez de chances de prendre une mauvaise décision. Donc il vaut mieux en fait acheter et garder sur le long terme. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si vous gardez votre Bitcoin au moins 3 ans, vous ne pouvez pas perdre de l'argent, quel que soit le moment où vous l'avez acheté, même si vous l'avez acheté au plus haut ou lorsqu'il battait des records. Donc l'idée, c'est vraiment de garder vos crypto-monnaies au minimum 3 ans, voire plus, et d'acheter régulièrement, effectivement, par exemple 100 euros par an de crypto-monnaies. Comme ça, vous diminuez votre risque. Vous mettez pas tout dans le même panier et vous mettez des montants aussi raisonnables et ça vous permet de vivre à côté et de pas vous priver. Il y a des intermédiaires qui permettent ce type de placement. Je prends la dernière fois, moi, complètement. Je donne pas de nom, mais voilà, j'ai regardé un petit peu le site crypto.com et il me proposait de verser de manière à la fréquence que je voulais, un montant que je voulais sur un crypto que je voulais, quoi, en fait, en gros. Alors, crypto.com, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je conseillerais pour cette stratégie-là. D'accord. Je vais rester dans les sociétés françaises, tant qu'à faire. Ouais, vas-y. Et on a des Français qui sont spécialisés vraiment dans l'achat régulier de petits montants et c'est très facile à automatiser depuis votre compte bancaire. Donc c'est vraiment eux que je recommanderais. C'est la société Stackinsat qui est basée à Biarritz. Ils sont spécialisés vraiment dans l'investissement régulier à petits montants pour acheter du Bitcoin. Ça, tu peux nous l'épeler pour Oui, alors Stackinsat, c'est STACKINSAT. Très, très clair. Ok. Oh, bah, super conseil. Voilà, donc société française à Biarritz et ils prennent des frais qui sont très minimes puisqu'ils regroupent en fait tous les envois de Bitcoin dans une même transaction. Donc du coup, ça vous permet de pas payer trop cher vos transactions Bitcoin et vous envoie vos Bitcoins à l'adresse que vous souhaitez. Donc soit directement dans votre navigateur, soit dans votre clé USB. Voilà, vous les recevez directement chez vous. En 24 heures et vous pouvez définir des fréquences qui sont toutes les semaines, tous les mois et le montant que vous souhaitez. Très bien, bah écoute, je les contacte. S'ils veulent sponsoriser l'épisode, je laisse ce passage, sinon je couperai. Et je mettrai. Et ils sont très sérieux. Je connais bien l'équipe. Je suis aussi client chez eux. Tu n'es pas actionnaire, dis-moi, il n'y a pas de conflit. Je suis pas actionnaire. Je suis pas actionnaire chez eux. J'ai pas donné de lien de parrainage non plus, donc j'ai pas d'intérêt spécifique à les recommander, autrement que du fait qu'ils sont sérieux et français. Donc c'est déjà de bonnes raisons. Si vous tapez Renault 20, vous n'aurez rien du tout à la sortie. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a survolé le sujet, parce que ce serait quand même très prétentieux de dire qu'on a couvert l'intégralité du sujet en 1 heure. Mais honnêtement, moi, c'est pour ça que je fais un podcast et c'est pour ça que j'invite des gens de valeur. C'est pour me former gratuitement. Et donc, je pense que les gens qui vont écouter cet épisode vont apprendre aussi beaucoup de choses. Avant d'arriver sur la conclusion, Renaud, si tu es d'accord, moi je vais encourager les gens qui écoutent l'épisode à me contacter, donc contact@systemsales.fr. Vous posez vos questions sur l'épisode, sur les cryptos, sur les blockchains.
par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et si tu es d'accord, Renaud, on refera un épisode un peu plus poussé pour répondre aux questions des gens qui nous ont contactés. Bah oui, oui, avec plaisir. Là, donc le but, c'était d'avoir un épisode très introductif pour des gens qui ont entendu parler du sujet, mais qui ont besoin d'un peu d'éclairage, notamment sur des idées reçues. Hein. On a balayé pas mal d'idées reçues qui, au final, s'avèrent être de mauvaises idées reçues. Et je pense qu'il faut voir les choses assez positivement sur quelque chose qui est probablement d'avenir et qu'on va de plus en plus utiliser tous les jours. On commence à voir, comme on a dit, hein, une vague arrivée d'une trentaine ou quarantaine de pays hein, pour lequel il y a une vraie adoption au quotidien. Moi, c'est un peu mon sentiment, c'est-à-dire que sans dire on est en retard, parce que ça sert à rien de dire ça, mais j'ai l'impression que là, c'est le moment, et de toute façon, c'est une réalité qui va toucher tout le monde dans les 5-10 prochaines années, quoi. Oui, c'est tout à fait clair. Là, pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de questions à se poser. Question de la fin. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive encore par rapport à ce sujet-là, justement? Toi qui connais quand même des choses. Et est-ce que tu as aussi un livre à nous conseiller? Donc, première question, qu'est-ce qui te passionne encore? Qu'est-ce qui te fait lever le matin au sujet des crypto-monnaies? Et quel livre tu nous conseillerais sur le sujet éventuellement? Ouais, alors les crypto-monnaies, c'est comme la cybersécurité, à vrai dire, c'est des domaines qui sont en perpétuelle évolution. La cybersécurité, par exemple, on a à peu près 100 nouvelles vulnérabilités tous les jours, donc il y a toujours du nouveau sur lequel lire, se documenter, apprendre, etc. Et les crypto-monnaies, c'est pareil. On a des dizaines de nouveaux projets qui se lancent tous les jours, des projets qui sont très très intéressants et qui sortent même, je dirais, de l'aspect purement monétaire qui est souvent le seul abordé par les gens. Mais aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec la blockchain. On peut faire de la signature électronique, on peut se passer d'un notaire, on peut faire son achat immobilier, euh, on peut acheter de l'or et le stocker chez soi sur une clé USB. Mais il y a plein de choses à faire et c'est un domaine vraiment en constante évolution qui est en ébullition permanente avec énormément de projets tous les jours qui sortent et qui permettent à chaque fois un petit peu plus d'avoir une autonomie financière. C'est vraiment très intéressant pour ça. Aujourd'hui, on peut se fabriquer ses produits d'épargne, on peut emprunter de l'argent sans avoir de banque, donc des choses qui étaient tout à fait impossibles il y a quelques années encore. Ça, c'est une chose qu'on a dit en préparant l'épisode aussi, qui me turlupine. C'est un concept complètement fou. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller rendre des comptes à une banque et d'expliquer ton projet, etc. Enfin, évidemment, je pense que la personne qui va te prêter de l'argent, même décentralisé, va te demander quand même. Ouais, d'ailleurs, explique-nous, comment ça se passe? Et donc, on pourra en parler peut-être dans un second épisode, Ouais. mais il y a beaucoup de concepts voilà autour de cette économie décentralisée qui sont complètement passionnants et intéressants. Non, mais genre, tu vas emprunter 100 000 euros aujourd'hui en crypto à quelqu'un de confiance, hein, sans parler de truand, de confiance. Est-ce que cette personne, tu peux, donc sans passer par l'intermédiaire d'une banque, est-ce que cette personne-là va te demander quand même des questions, des gages sur. Ouais, juste en 2 minutes, quoi, si tu peux Alors, nous dire. c'est totalement En 3. décentralisé, donc faut oublier la notion de emprunter à quelqu'un. Ce sera pas à une personne, ça sera à l'écosystème, puisque c'est décentralisé. En fait, ce sont des piscines de liquidité dans lesquelles on va pouvoir prêter de l'argent, donc ajouter de la liquidité, ou en retirer, c'est-à-dire en emprunter. Hein. Mais en fait, on n'a pas entre guillemets une personne en face. C'est vraiment, on est versus tout l'écosystème, puisqu'on a une piscine de liquidité. Donc, en fait, on emprunte des fractions à des milliers de personnes. Et au final, tout aggloméré, ça fait la somme qu'on va emprunter. Mais on n'emprunte pas à une seule personne. Voilà. Et il y a différents types de gages et de garanties. Mais en fait, on va jamais vous demander qui vous êtes, on va jamais vous demander quel métier vous avez, si vous avez des revenus fixes, etc. Hein, ça, c'est dans le monde traditionnel. Là, il y a différents moyens d'emprunter, notamment en mettant en contrepartie de la crypto-monnaie, par exemple, en mettant en gage de la crypto-monnaie. Ah oui, d'accord. Donc en fait, par exemple, donc ça demande quand même d'avoir un petit Exactement. patrimoine en crypto.
en crypto, ou on avait parlé par exemple des cartes à collectionner Sorare par exemple. Ouais. Et ben vous pouvez mettre en gage des cartes à collectionner, puisque maintenant il y a des systèmes qui acceptent des œuvres d'art que vous pouvez mettre en gage pour emprunter de l'argent. Comme ça, si vous rendez pas l'argent, en fait l'œuvre d'art est vendue et ça permet de rembourser les prêteurs simplement. Mais il y a différents systèmes. Là, je donne le système le plus courant, mais il y a différents systèmes. Sinon, vous pouvez avoir une avance sur les intérêts aussi, et que en fait, vous mettez en gage de la crypto-monnaie, elle rapporte des intérêts, et en fait, vous allez rembourser de moins en moins, puisqu'en fait, vous avez déjà mis en gage quelque chose qui rapporte des intérêts. Donc, plus vous empruntez longtemps, entre guillemets, moins vous avez à rembourser. Il y a des systèmes qui sont très différents du coup de la banque classique, où c'est l'inverse qui se produit. D'accord. Ok. Bon, écoute, à creuser. Et donc, la question n'est pas innocente, parce que je sais que tu as participé à l'élaboration d'un livre, donc c'est le moment d'en parler. Après, tu peux en conseiller un autre et pas celui-là. Mais... Alors, effectivement, j'ai participé à la rédaction d'un livre. Alors, je dis tout de suite, je n'ai aucun intérêt à vendre ce livre, puisque je ne touche pas un centime sur les ventes de ce livre-là. J'ai participé bénévolement, notamment à la rédaction d'un chapitre dans ce livre sur la finance décentralisée. Mais c'est Bitcoin et les crypto-monnaies pour les nuls, seconde édition. Alors, prenez bien la seconde édition, parce que la première édition date un petit peu. Maintenant, elle doit avoir 3 ou 4 ans. Et c'est un domaine qui est en constante évolution. Par contre, si vous prenez la seconde édition, elle doit dater d'octobre dernier, donc elle est toute récente, elle a moins de 3 mois. Donc je vous conseille ce très bon bouquin qui permet d'avoir un aperçu d'un peu de tout ce qui se fait sur la blockchain. Donc Bitcoin et les crypto-monnaies pour les nuls, dans la collection pour les nuls, seconde édition. Voilà, je ne gagne pas un centime sur les ventes, encore une fois, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi, à part vous dire que le livre est très bien fait. Et que j'ai contribué bénévolement à écrire un chapitre sur le sujet. Tu gagnes pas un centime, mais tu gagnes un micro Bitcoin, ce qui vaut beaucoup plus. Ok Renaud, écoute, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Je pense qu'on a battu le record de longueur de l'épisode, mais je crois que, très bien. Merci Mathieu. Ça valait le coup. Merci à toi, et puis écoute, on reste en contact pour éventuellement la réalisation de l'épisode 2. Merci Renaud, allez, au revoir. On verra selon l'intérêt des auditeurs. Merci Mathieu, au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous le disais, n'oubliez pas d'envoyer des questions à Renaud et à moi-même à contact@systemsales.fr. Nous n'y manquerons pas d'y répondre. Si nous avons suffisamment de questions, nous enregistrerons un nouvel épisode. Et enfin, notez cet épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, laissez un commentaire et partagez-le autour de vous. Allez, à bientôt!